Aujourd'hui, la Lune est redevenue tendance dans les milieux spatiaux. Alors, pourquoi cette frénésie lunaire? Une des raisons les plus citées est que la Lune possède d'énormes ressources naturelles qui ne demandent qu'à être exploitées. Il se trouve que la Lune a un avantage sur la Terre, c'est qu'elle n'a pas d'atmosphère. Certains scientifiques ont spéculé que l'hélium 3 contenu dans les vents solaires avait pu se frayer un chemin dans le vide jusqu'à la surface de la Lune et s'y accumuler en quantité significative. Cet hélium 3 lunaire attendrait sagement que des humains malins viennent le ramasser. Mais quand on parle de quantité significative d'hélium 3, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? En étant optimistes, les scientifiques estiment qu'il pourrait y avoir dans le régolithe lunaire jusqu'à 20 parties par milliard d'hélium 3. Pour ceux qui n'ont pas une idée très claire de ce que 20 parties 20 milliards représente, et j'ai du mal à en vouloir, cela signifie que pour extraire 1 kg d'hélium 3 de la surface lunaire, il faut passer au tamis 50 000 tonnes de régolithe. 50 000 tonnes pour 1 kg. On voit tout de suite qu'il va falloir des grosses machines, vraiment, vraiment grosses. Ces contraintes n'ont pas empêché la Chine de déclarer très officiellement qu'un des objectifs de ses expéditions lunaires à répétition était justement d'exploiter les fabuleuses ressources en hélium 3 lunaire. Mais au fait, pourquoi l'hélium 3 suscite-t-il tant d'excitation? Tout d'abord, l'hélium 3 est très rare sur Terre à l'état naturel. Il est aussi assez difficile à fabriquer. La production actuelle de ce gaz un peu particulier provient principalement de la désintégration du tritium. Et alors où est-ce qu'on trouve du tritium? Essentiellement en fait dans les ogives nucléaires. Ce tritium radioactif a une tendance à se désintégrer au cours du temps en hélium 3. Or il se trouve qu'en se désintégrant, le tritium réduit le pouvoir explosif des ogives nucléaires. Cela pourrait être vu comme une bonne nouvelle, mais bizarrement les militaires le voient pas de cette façon. Bref, pour que leur bombe reste pleinement opérationnelle, ils sont obligés de purger régulièrement l'hélium 3 qui s'accumule dans les réservoirs de leur chère tête nucléaire. L'hélium 3 ainsi éliminé se retrouve disponible pour être commercialisé pour d'autres applications. En bon financier, vous allez me poser la question, mais en fait, qu'est-ce que ça vaut l'hélium 3 sur le marché commercial? En fait, ça vaut 1 million de dollars le kilo. Ça fait quand même 30 fois le prix de l'or. Pas mal. Le problème, c'est que le marché commercial de l'hélium 3 est en fait minuscule, plus précisément moins d'1 kg par an. Autrement dit, dans le monde actuel, il y a très peu d'applications pour lesquelles on est prêt à payer l'hélium 3 à ce prix stratosphérique. Alors encore une fois, pourquoi toute cette excitation autour de l'hélium 3? C'est qu'il y a un scénario où l'hélium 3 pourrait avoir soudain une valeur très stratégique. L'hélium 3 pourrait en effet servir de carburant dans un réacteur de fusion de seconde génération. Quelques rappels sur la fusion pour les non-spécialistes dont je fais partie. Comparé à nos réacteurs nucléaires classiques, qui eux sont basés sur la fission de l'uranium, la fusion est censée avoir un certain nombre d'avantages clés. Notamment une encore meilleure densité énergétique et un procédé qui en principe comporte moins de risques. Le carburant de base pour une réaction de fusion, c'est le deutérium, un isotope de l'hydrogène qui peut s'extraire assez facilement de l'eau de mer. Faire l'énergie à partir des océans, moi ça me paraît plutôt séduisant. Le problème, c'est que quand le deutérium y réagit avec lui-même, ça produit une grande quantité de neutrons qui sont difficiles à confiner et ont la fâcheuse tendance à irradier tout ce qui touche. Pas top pour une énergie qui se veut propre. C'est là où l'hélium 3 entre en jeu. En le faisant réagir avec le deutérium, on crée une réaction de fusion qui émet non des neutrons, mais des protons. Étant comme vous le savez chargés, ces protons sont beaucoup plus faciles à confiner, ce qui devrait en principe éliminer toute contamination radioactive. Ah ben voilà, l'exploitation des ressources de la Lune pourrait nous permettre d'accéder à une énergie propre, infinie. Je comprends mieux pourquoi cette idée plaît tant à tous les geeks de l'espace. Maintenant, si on regarde les choses d'un tout petit peu plus en détail, c'est moins clair. Tout d'abord, on est encore très loin de maîtriser la fusion contrôlée, non pas pour en faire des bombes, mais pour en faire une énergie utile. Malgré plus de 50 ans de recherche sur le sujet, on bute toujours sur les problèmes qu'on ne sait pas bien résoudre. D'ailleurs, au vu des peu de progrès, de plus en plus de voix, comme notamment Bill Gates, affirment qu'on ferait bien mieux d'investir dans la prochaine génération de réacteurs de fission pour les rendre enfin parfaitement propres et sûrs. Même si on accepte l'idée qu'à terme on arrivera bien à construire des réacteurs de fusion contrôlés, ce qu'on espère tous évidemment, c'est pas pour ça que c'est gagné d'investir à fond perdu dans l'hélium 3. Ce qui devrait faire tiquer un peu tout bon investisseur, c'est que les experts en fusion contrôlée sont beaucoup moins enthousiastes pour l'hélium 3 que le lobby spatial. L'hélium 3 leur pose en effet deux problèmes compliqués. Tout d'abord, il est considéré au mieux comme un carburant dit de seconde génération. La raison est que le niveau d'énergie nécessaire pour faire réagir l'hélium 3 avec du deutérium est bien supérieur à celui nécessaire pour faire réagir le deutérium avec lui-même. Cela veut dire à l'intérieur du réacteur des contraintes de pression et de chaleur encore plus démentes. Déjà qu'après des décennies de recherche, on est encore très loin de faire des réacteurs de première génération qui marchent comme on veut, alors là... Le deuxième problème, il est encore plus troublant. Comme on vient de le voir, le gros plus de l'hélium 3, c'est que la réaction produit des protons, ce qui est censé simplifier le confinement. Mais en pratique, dans la grande soupe surchauffée, on ne peut pas empêcher le deutérium de réagir aussi avec lui-même,
et ainsi il va produire un flux important de neutrons. Donc au final, avec l'hélium 3, l'espoir d'avoir une réaction totalement propre, c'est malheureusement un peu illusoire. Bon, laissons ce débat de physique nucléaire aux spécialistes et concentrons-nous sur nos perspectives d'investisseurs financiers. Pour exploiter les ressources de la Lune pour les exporter sur Terre, il faut en fait faire deux gros paris. 1. Dans un futur raisonnable, il y aura un gros marché commercial pour de l'hélium 3. 2. Ce sera moins cher de produire cet hélium 3 sur la Lune que sur la Terre. Le premier pari est déjà un peu problématique. S'il y a bien une chose qu'un investisseur ou un entrepreneur a absolument aucun contrôle, c'est la taille du marché qu'il adresse. Rappelez-vous, à part la fusion contrôlée, les besoins en hélium 3 ils sont squelettiques. Si les réacteurs de fusion commerciaux sont remisés aux calendes grecques ou qu'en fait l'hélium 3 n'est pas le bon carburant, il n'y a pas de demande et tout le plan s'effondre. Le second pari est pas simple non plus. Même si pour l'instant l'hélium 3 disponible est principalement un produit secondaire des armes nucléaires, si soudain la demande commerciale terrestre montait en flèche, les gens auraient plein d'idées sur comment produire autrement. Par exemple, on sait aussi qu'on peut l'isoler à partir de gaz naturel. Du coup, ça n'a rien d'évident que la production d'un hélium 3 lunaire serait plus compétitive par rapport aux substituts produits sur Terre. En fait, dans tous les cas, ce plan, il viole la loi numéro 1 de tout investisseur avisé. Un gros pari, ça marche parfois, mais faire deux gros paris sur un seul projet, c'est la meilleure recette pour un désastre. Bon, désolé, mais se lancer dans l'exploitation de l'hélium 3 lunaire, ça paraît pas la meilleure idée du monde, en tout cas pour l'instant. Il est urgent d'attendre, de voir un peu où va cette histoire de fusion contrôlée. Et comme l'échelle de temps en la matière se compte au mieux en décennies, il n'y a pas de quoi s'exciter trop vite. Bref, pour conclure, l'idée d'exploiter les ressources naturelles de la Lune pour les exporter sur la Terre, ça paraît pas très réaliste, et ça, pour longtemps. Est-ce que ça veut dire que toute exploitation minière sur la Lune est forcément vouée à l'échec ? Heureusement non. En fait, beaucoup de gens poussent l'idée que le véritable marché des ressources lunaires n'est pas la Terre, mais l'espace. C'est un sujet sur lequel Xenon Research travaille et on fera bien sûr une vidéo là-dessus. Merci et à bientôt.